Voyons. Bon, bonjour tout le monde, c'est lundi. Lundi. Oh mon Dieu, on a un peu de soleil. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, je suis rentré, on a eu cours de bio ce matin. Bon, je suis rentré un peu plus tôt que d'hab, parce que j'avais la flemme, tu vois. J'avais un peu la flemme comme ça. Qu'est-ce qu'on a appris en bio? On a eu la suite donc du premier cours de la semaine dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, lundi, quand je vous ai expliqué. Je sais même pas si je vous ai expliqué réellement le cours de bio la semaine dernière. Non, je vous ai juste dit que c'était un prof sympa et tout. On apprend. Je sais pas vraiment ce qu'on apprend. C'est un peu tout compliqué tout ça, tu vois. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a appris. Je vais vous faire un exemple parce que c'est avec un exemple que je pense que je vais essayer de comprendre et vous le faire comprendre. Honnêtement, les gars, je sais même pas comment vous expliquer ces débuts de cours en biologie parce qu'on voit les fondements de la biologie. Donc, tout ce qui est les théories cellulaires et membrane cellulaire, hyperpolarisation. Et il nous avait montré, parce que c'était visuel, euh, l'excitation d'un neurone ou un, 2, 3, 4. J'arrive pas à dire excitation. Ah ben voilà. Les excitations. Les excitations. Les excitations des neurones. Donc, il prenait comme exemple de toucher sa main avec son doigt ou de toucher n'importe quelle partie de son corps avec son doigt. Donc, quand tu touches, quand tu fais cette pression, tu excites les neurones. Pourquoi? Je vous l'expliquerai dans une vidéo YouTube, mais ce cours, c'est what the fuck? What the fuck, frère? Bon, écoute-moi, frère, parce que j'ai une minute sur Instagram pour t'expliquer mon cours de psychologie du travail que j'ai eu tout à l'heure. Et oui, j'ai été. C'est quoi la psychologie du travail? Nous a fait un petit rappel. Ben, le travail, c'est quoi? Ben, c'est une contrainte. C'est une condition. C'est aussi une émancipation, parce qu'à l'époque, il faut que tu saches que grâce au travail, les femmes ont pu s'émanciper. On a vu aussi 5 types d'évolution du travail. Donc le premier, c'est le geste, d'où vient le taylorisme. Le deuxième, c'est le temps, où on a commencé à mettre les horloges dans les usines pour que les travailleurs sachent quand ils travaillent. Puis vient, c'était quoi le troisième? Le travail à la chaîne qui s'appelle synchronique. Puis il vient l'annihilation économique. Donc là, c'est tout ce qui est Ford. Vous voyez les voitures Ford, les usines Ford travailler comme ça, là, avec les trucs électroniques, là, pas les trucs électroniques, mais mécaniques. Et puis il y a la néation. Ouais, bon, j'ai choisi le filtre là. De toute façon, ça changeait, on voit toujours ma blessure. Salut toi, tu vas bien? On est mardi. C'est quoi? Je suis un peu plus fatigué qu'hier. Donc, j'ai eu aujourd'hui anthropologie, les gars. Pour ceux qui ne savent pas, parce que moi je savais pas c'était quoi l'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude sur la description des sociétés, des différentes sociétés, des différentes cultures. Et moi je sais pas si c'est vraiment la bonne définition pour le mot, mais c'était sympa, avec une nouvelle prof. Même pour elle, c'était nouveau pour elle. C'était sympa, je suis un peu fatigué. Vraiment. J'espère que toi tu vas bien, que tu passes une bonne soirée. Je vous dis à mercredi. Merci pour vos messages, hein. Je réponds à mon aise, ok? Ok. Bisous. Hey, salut toi. C'est moi. Je suis rentré. Franchement, c'était sympa, j'ai eu cours de philosophie. Bon, vous voulez une petite synthèse? Qu'est-ce que j'ai appris en philo? La philosophie, c'est quoi? C'est une quête de recherche de la vérité. La philosophie se fonde sur des questions avec des réponses multiples, mais on ne peut pas y répondre avec des réponses scientifiques.
Tu vois, un exemple de question scientifique, philosophique, je vais dire scientifique. Qu'est-ce que la philosophie est déjà une question philosophique parce que tu peux pas y répondre scientifiquement. C'est voilà, c'est des débats avec toi-même et avec les gens. La question de la mort, la question du bien ou du mal. J'ai plus de batterie, je vois plus rien. Socrate est un personnage très important de la philosophie. Voilà. Voilà, j'espère que tu vas bien et on se voit peut-être demain pour la suite. C'est mes verres, non. Et tu sais quoi, frère, c'est enfin vendredi. C'était une longue semaine, je trouve. Vendredi, c'est quoi? Psychologie sociale. C'est quoi la psychologie sociale? Ben, c'est une discipline dans laquelle on va avoir des processus euh, où il y a la présence réelle ou imaginaire d'autrui qui va influencer les pensées, le comportement, les émotions de d'autres vies humaines. Il faut que tu saches aussi que la psychologie sociale a plusieurs facteurs comme la variable contextuelle et la variable présentielle, mais ça on verra la semaine prochaine. J'espère que tu as passé une bonne semaine et je te souhaite un bon week-end. Je t'embrasse. Et tu sais quoi, frère, c'est mardi, j'avais pas cours aujourd'hui, donc on va apprendre ce qu'on avait appris hier. On était dans la psychologie du travail. Et aujourd'hui, on va apprendre la notion d'utilisabilité. Mais c'est quoi la notion d'utilisabilité? Elle est apparue dans les années 90 dans les laboratoires d'utilisabilité. C'est les caractères d'une chose à être utilisable. Et pour qu'elle soit utilisable, il faut deux dimensions. La première, c'est qui sont les utilisateurs? Et la deuxième, c'est quel est leur but, si c'est facile ou difficile à utiliser. On a un exemple, c'est l'ISOS. Ils produisent des règles qui définissent l'ergonomie de différentes choses. On avait vu l'ergonomie hier, donc c'est l'organisation optimale au travail. Et l'ISOS, c'est vraiment pour objectiver les standards. Donc voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée. On se dit à demain. Je t'embrasse. Et tu sais quoi, frère, c'est jeudi. Jeudi quoi? Jeudi philo. Alors aujourd'hui, on va apprendre quoi en philo? On va apprendre la comparaison entre le rationalisme et l'empirisme qu'on avait vu la semaine dernière. On a pris 2 heures pour cette comparaison aujourd'hui, donc souviens-toi, le rationalisme prône la raison et les empiristes, en plus de la raison, ils veulent prôner les sentiments, le sens, car pour eux, la raison n'a pas de lien direct avec la morale. Ce qui fait la morale, c'est les sentiments. Ce qui va nous faire juger un acte, c'est pas notre raison, c'est nos sentiments. Par exemple, quand tu vas voir un petit enfant pleurer dehors ou une petite vieille pleurer, c'est pas ta raison qui va faire que tu sois triste ou empathique, c'est tes sentiments. Donc l'empirisme. Donc voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée. On se dit à demain. Je t'embrasse très fort. Mouah. Et tu sais quoi, frère, j'ai complètement oublié en fait de faire la vidéo d'hier. Donc aujourd'hui c'est le week-end et on va apprendre quoi les week-ends? On va apprendre le cognitionnisme. C'est cognitionnisme. C'est quoi le cognitionnisme? What the hell? C'est quoi, frère? J'ai complètement oublié de faire la vidéo d'hier. Donc ce week-end, on va apprendre le cognitivisme moral. Mais c'est quoi le cognitivisme moral? Ben, il va prôner la connaissance. Souviens-toi, on avait vu le rationalisme prôner la raison, l'empirisme prôner les sentiments, et donc le cognitivisme prône la connaissance. Un cognitiviste très connu, c'est René Descartes. Car pour lui, la volonté ne sait pas ce qui est bien ou mal. C'est la connaissance qui va indiquer à la volonté ce qui est bien ou mal.
Il va aussi parler d'entendrement. Pourquoi il va parler d'entendrement? Laisse-moi regarder parce que j'ai un peu oublié. Donc, parce que la connaissance de l'entendrement doit toujours précéder la détermination de la volonté. Il faut se baser sur la connaissance pour être sûr que notre action soit bien. Donc, je te souhaite un bon week-end et je t'embrasse. Mouah. Et tu sais quoi, frère, c'est lundi, exceptionnellement, je porte un masque parce que j'ai un gros bouton au milieu du front. C'est psychologie du travail, on va apprendre l'organisation. Mais c'est quoi l'organisation? Il existe plusieurs définitions, mais si on prend les synonymes de toutes ces définitions, trois composantes reviennent sur l'organisation. La première, c'est le rassemblement de l'individu. La seconde, c'est l'ordre. Et la troisième, la structure des choses. CQ propose une explication de l'organisation dans le sens de l'entreprise. Trois termes reviennent, le procédé, l'extrant, c'est le résultat du procédé, et l'intrant, c'est tout ce qui en aura besoin pour alimenter le procédé. Une phrase toute simple, une organisation, ce sont des intrants qui permettent d'alimenter des procédés qui donnent des extrants. Je te souhaite une bonne journée, on se dit à demain, profite de la journée ensoleillée, je t'embrasse. Et tu sais quoi, frère? Spécialement cette semaine, on va voir mon cours d'éthologie. Parce que j'ai ma seconde session qui arrive bientôt. Et dimanche, je vais mettre ma longue vidéo sur YouTube. C'est lundi, t'as vu ma voix, elle est cassée. Longue semaine. J'espère que toi, tu commences déjà une bonne semaine. Est-ce que tu es prêt pour ce premier cours, on va dire, d'éthologie? Parce que moi, je le suis. Alors, let's go! Mais c'est quoi alors l'éthologie? Mais l'éthologie, c'est simple. C'est l'étude scientifique du comportement des animaux, incluant l'humain, dans leur milieu naturel ou dans des milieux expérimentaux, par des méthodes scientifiques d'observation et de quantification, par le biais de la parole, mais surtout par le comportement, parce que tu sais quoi, frère, le comportement est inné. On va voir deux approches. La première approche, c'est l'approche européenne naturaliste. Elle essaye de comprendre le caractère inné. Et il y a la deuxième approche, c'est l'approche américaine, c'est l'approche expérimentale. Et elle essaye à comprendre plus la formation du comportement des animaux. Demain, on va voir, donc mardi, les abeilles. Et lundi, c'est mollo mollo, hein, ok? Je t'embrasse. C'est quoi, frère? C'est mardi. N'oublie pas, c'est semaine éthologie. Donc aujourd'hui, on va voir la danse des abeilles. Avant que je t'explique c'est quoi la danse des abeilles, il faut que tu saches que le langage des abeilles est inné, contrairement à l'homme qui doit la développer. C'est Karl van Frisch, en 1956, qui étudie la danse des abeilles. La danse des abeilles, c'est un langage complexe utilisé par les abeilles extérieures pour communiquer aux abeilles à l'intérieur de la ruche la distance de la nourriture. Mais elles n'utilisent pas que seulement la danse, mais aussi l'odeur, l'empreinte. Ouais, les abeilles sont intelligentes. C'est quoi, frère? Tranquille, tranquille. Qui m'envoie un message pendant que je fais ma vidéo mardi? On verra plus ça en développement dans ma vidéo YouTube. À demain, je t'embrasse. Hey, tu sais quoi, frère? C'est mercredi. On avait dit semaine quoi? Semaine éthologie. Ouais, bon, il y a des grèves partout. Alors je me suis dit, je vais la faire mollo et je vais juste définir l'éthologie cognitive. C'est tout simplement, c'est les études que on fait sur les représentations mentales de l'environnement que les animaux se créent dans leur tête et on voit s'il y a un lien avec leur comportement. Voilà. Demain, on voit l'effet pyotropique. Une vidéo beaucoup plus longue. Bon, c'est mercredi, mollo, frère. Hein? T'as passé une bonne journée? Bah ouais, je t'embrasse. Hey,
C'est quoi, frère? C'est jeudi, semaine toujours éthologie. On arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin. J'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, avec moi, on va voir l'effet pléiotropique. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis déjà. Ouais, on peut rentrer dedans, là, direct. Alors, let's go. Donc, l'effet pléiotropique est la particularité des gènes à agir sur plusieurs caractères. L'effet de ces gènes ne peut pas être lié entre eux. Il y a une expérience qui a été faite par Dimitri Belov qui prend des renards argentés parce qu'ils sont moins agressifs avec les êtres humains. Et les résultats montrent que ces renards devenaient de plus en plus dociles. Et on voyait même apparaître des nouvelles particularités physiques et dans le comportement qui se rassemblaient fort aux chiens. Dans le comportement, les renards argentés utilisaient leur queue pour pouvoir communiquer avec les hommes. Les renards sauvages ne font pas ça. Et on voyait même apparaître des taches physiques sur les renards argentés. Et c'est vraiment cela, l'effet pléiotrope. Demain, on voit l'imitation et l'émulation. J'espère que tu as compris. J'espère que tu as passé une bonne journée. Je t'embrasse fort. Confetti. Et c'est quoi, frère? C'est vendredi. Oh mon Dieu, la dernière de la semaine. Je suis crevé. Je sais pas si toi, tu as passé une bonne journée, une bonne semaine. Tu es prêt pour un bon week-end. Aujourd'hui, avec moi, on va voir l'imitation en éthologie. Parce que c'est semaine éthologie, hein, t'as pas oublié? Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis ainsi tranquille, je vais me reposer. T'es prêt? Wow. Comme ça, c'est mieux ainsi, il y a le texte. Donc, l'imitation est un mécanisme vraiment efficace qui permet à un observateur de comprendre un comportement sans passer par les erreurs ou même la recherche. Ensuite, l'imitation chez les nouveau-nés est une capacité innée chez l'humain. Cette capacité serait basée sur une représentation visuelle des expressions faciales et sur une représentation motrice qui disparaît vers 2-3 mois. On a fait la même expérience chez les singes et on a pu constater que l'imitation et la répétition est inscrit dans le répertoire comportemental animal, mais pas sur tous les singes, parce qu'on va parler d'émulation, mais je suis un peu trop fatigué pour parler avec toi d'émulation, donc on va parler d'émulation demain, ça te dit? J'espère que tu as passé une bonne journée, je t'embrasse fort. Et tu sais quoi, frère, c'est lundi. Oh mon Dieu, le week-end il est déjà passé trop vite. J'espère que tu as passé un bon week-end, semaine normale. Donc aujourd'hui, j'ai eu psychologie du travail. On va voir quoi en psychologie du travail? On va voir la gestion de l'organisation. Ah, est-ce que tu es prêt? Parce que moi, aujourd'hui, moi je suis d'attaque aujourd'hui. Cette semaine, je pense que je vais être d'attaque. Alors, let's go! Mais c'est quoi alors la gestion de l'organisation? La gestion de l'organisation est de distribuer les différentes ressources entre les différentes fonctions de l'organisation. Il y a 4 mots très importants qui gèrent la gestion. La première, c'est la planification, l'organisation, digérer et surtout contrôler. Parce que contrôler, c'est analyser un état de système dont le critère est indépendant du système. Parce que contrôler, c'est cela. Et si je veux changer contrôler en évaluer, c'est plus un critère qui est indépendant du système, mais un critère qu'on va créer au sein même de ce système. Un autre élément important de l'organisation est la finalité. Je détaillerai plus cette vidéo-là demain parce que j'ai la suite. J'espère que tu as passé une bonne journée. Je t'embrasse fort, on a un peu de soleil comme ça fait plaisir. Je t'embrasse. Confetti. Mardi. Mardi, il pleut. Quel temps de merde. Tu sais quoi, frère? On va voir en psychologie du travail la suite de la gestion. Parce qu'on voyait la gestion hier. T'as pas oublié? Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. On y va. On rentre direct dedans. Go, 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 go. Bon, je vais mettre le texte là, ok? Donc, tu te souviens que gérer la gestion, c'était en 4 mots. Planifier, organiser. Hier, j'ai dit digérer, mais c'était diriger. Et le quatrième, c'était contrôler, qu'on pouvait remplacer, contrôler par évaluer. Parce que contrôler, souviens-toi, c'était analyser un critère qui était indépendant du système. Et donc évaluer, c'était créer
un critère à l'intérieur de ce système. Une nouvelle mot très important de l'organisation est donc la finalité. Elle est en deux groupes, donc la finalité interne et la finalité externe. Il faut que tu saches aussi que toute organisation qui s'inscrit dans la société sera qualifiée d'institution. C'est très important. Ça va? J'espère que tu as passé une bonne journée et que tu passes une bonne journée parce que la vidéo, je la fais au matin. Donc, bisous, je t'embrasse. Et tu sais quoi, frère, c'est jeudi. Jeudi quoi? Jeudi philo. Alors on va apprendre quoi aujourd'hui en philo? On a déjà vu le rationalisme, l'empirisme, le cognitivisme. Et je voulais la faire mollo aujourd'hui, donc on va voir Aristote. Ça te va? Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis déjà. On a un peu de soleil. Donc... Tranquille. Go! Donc toujours le texte au-dessus, ok? Deux situations morales. Celle où la personne sera incapable de différencier le bien et le mal. C'est quoi ce délire ici? C'est un pigeon qui est au-dessus. Mon chat, il est... Vas-y, confetti, calme-toi. Donc, deux situations morales. Celle où la personne sera incapable de différencier le bien et le mal, donc elle va agir dans la non-volonté, et celle de la personne capable de différencier le bien et le mal, mais sera incapable de reconnaître une action bonne et une action mauvaise. Selon Aristote, la connaissance du bien et du mal n'est pas suffisamment forte pour l'action morale, car pour lui, le mal est une question de sagesse, car la sagesse est une aptitude à savoir comment agir face à une situation. De cette manière, il retire la morale du cognitivisme. La prochaine fois, on verra la vertu. Ça va? J'espère que tu as passé une bonne journée. On a du soleil, donc je t'embrasse. Confetti, les gars. Quoi, frère? Je suis pas dans un état pour faire une vidéo, mais on est vendredi. On est vendredi, donc on est à psychologie sociale. Donc je vais essayer de faire une vidéo très rapide. Elle était presque jamais là et aujourd'hui j'ai été, donc et on est arrivé au quatrième chapitre. Pendant l'intercours, elle était là, genre quatrième chapitre, et j'étais là, ah oui, les... Donc aujourd'hui, on va voir le jugement social, c'est très simple. Le jugement social se fait avec le modèle 3C. Pourquoi 3C? Parce que c'est trois mots qui commencent par C, tout simplement. Donc le premier mot est la catégorisation, le deuxième mot est la caractérisation, et le troisième mot, comme le premier et le deuxième mot sont des automatismes que tu fais dans ton cerveau, le troisième mot est la correction, au cas où tu dois corriger l'information. Tout cela est en lien avec les préjugés, stéréotypes et discrimination. On verra ça plus en détail et mieux dit la semaine prochaine. Ça te dit, passe un bon week-end, je t'embrasse très fort. Et si t'es là encore, c'est que tu kiffes, frère. Et c'est quoi, frère? C'est lundi. Nouvelle semaine, la dernière semaine avant les vacances de Pâques. Confetti comme ta joie. Et on est lundi. J'espère que tu as passé une bonne journée. Psychologie du travail. On avait terminé la gestion ensemble. On va voir un nouveau chapitre en 2 ou 3 vidéos. Je ne sais pas encore combien de vidéos je vais prendre pour ça. Mais on va voir le pouvoir. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait mes cheveux bleus. Heureusement qu'elle filtre. Hein, parce que je suis fatigué, mais... Alors, mes cheveux. Sexy ou pas? Ouais, sexy. Est-ce que tu es prêt pour le pouvoir? Alors, let's go. Donc, toujours au-dessus. Hein. Donc, le pouvoir est l'énergie qui fait vivre le système dans l'organisation. Je vais te définir 3 termes, mais avant que je te définisse les 3 termes-là, je vais te parler d'émetteur et de récepteur. L'émetteur, c'est celui qui va donner l'action. Le récepteur, c'est celui qui va avoir l'action. T'as capé? Premier mot, c'est la domination. Dans la domination, l'émetteur et les récepteurs sont conscients de la situation, mais le récepteur ne peut pas quitter la situation de domination. Le deuxième mot, c'est l'emprise. Dans l'emprise, l'émetteur est conscient de la situation, mais le récepteur n'est pas conscient qu'il est dans une emprise. Et le troisième mot, c'est la manipulation. Là, l'émetteur est conscient de la situation, mais le récepteur ne peut, oui, ou ne peut pas être conscient qu'il est manipulé.
tu sais quoi, frère? Oh, je suis toujours pas habitué à cette couleur, mais j'aime bien. On est mardi, on va continuer la suite d'hier. On voyait le pouvoir en psychologie du travail. J'espère que tu as passé une bonne journée, hein. Moi, je vais rentrer directement dans l'art. Si on termine, on peut se reposer mardi, confetti. Viens dire bonjour. Non, il veut pas. Est-ce que tu es prêt? Moi, je le suis. Let's go. Toujours le texte au-dessus, ça change pas. On avait vu donc hier 3 termes. Domination, emprise et manipulation en lien avec le pouvoir. Souviens-toi, émetteur, récepteur, et puis la conscience. Tout est une question de conscience. Je vais te donner une autre définition du pouvoir qui est très important. Le prophète avait dit, vas-y, celle-là, ça doit rentrer. Tu es prêt? C'est la capacité de faire quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas fait sans l'attention du premier. Oh, franchement, confetti, tu foires, hein. Ça fait 3 fois. Est-ce que je dois la recommencer, la définition, ou t'as capté? Je te jure, je vais mettre cette vidéo. À demain. Je t'embrasse. Et tu sais quoi, frère? C'est mercredi, je me sens super frais aujourd'hui. Bon, j'ai mis un filtre comme d'habitude, mais t'inquiète, derrière le filtre, ça gère. Aujourd'hui matin, j'ai anthropologie. On est toujours au matin. Je pense que je vais poster cette vidéo même au matin avant de quitter chez moi. Est-ce que tu vas bien? Allez, la journée elle commence bien. Aujourd'hui, anthropologie. On doit beaucoup rattraper ensemble. Donc, on va voir l'évolutionnisme, précisément la religion. 3 auteurs euh, vraiment spécifiques dans l'anthropologie. Ça te va? Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. On y va direct. Allez, allez, t'es prêt? Go, 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 go! Bon, frère, c'est toujours au-dessus, ok? Donc, Edward Burnett Taylor occupe la première chaîne d'anthropologie en Grande-Bretagne à l'université d'Oxford. Il va donc avancer la théorie de l'évolutionnisme. Mais lui, il ne va pas s'attarder sur la culture maternelle comme Morgan le fait, qu'on verra dans une autre vidéo. Mais lui, il va s'attarder sur la religion. Il définit la religion comme une croyance en des êtres spirituels. Il va identifier 3 bases comme là je dois le dire, anémine, c'est quand on meurt, on croit que son âme va être dans un animal ou un arbre, voilà, tu as bien compris. Il y a le monothéisme, c'est croire en un seul Dieu, et le polythéisme, c'est croire en plusieurs. Et tu sais quoi, frère? Oh là, je sais pas pourquoi j'ai zoomé. On est enfin les vacances de Pâques. Bon, je sais que j'ai pas mis la vidéo d'hier et d'avant-hier de jeudi philo. On va le faire aujourd'hui. Mais tu vas écouter le programme pour ces vacances ensemble. Ouais, il est chargé. Ouais, j'ai chargé le truc. De toute façon, on a beaucoup à rattraper. Première semaine, ça sera psychologie clinique. La seconde session, elle arrive, donc on va préparer ça doucement. Deuxième semaine, beaucoup plus mollo, on va voir psychologie sociale. Ça va? J'espère que tu passes une bonne journée. J'espère que tu as prévu de te relaxer et de partir en vacances. Ou rester seul, tranquille et penser à la vie. C'est bien aussi. Aujourd'hui, philosophie, vertu. Comment il s'appelle encore? Aristote. Eh ouais, celui-là. Eh ouais, ce petit Aristote là. Est-ce que t'es prêt? Parce que moi je le suis. On y va direct. Go, 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 go. On garde le texte au-dessus toujours, ça marche. Donc la vertu peut s'appeler aussi phronésis. Donc la sagesse pratique. Il faut que tu saches, frère, que la vertu est un équilibre entre l'excès et le défaut. C'est une façon de se comporter euh, qui se développe par expérience. Donc, on l'a tous. Selon Aristote, la vertu n'est pas un don naturel, mais que la nature nous aurait quoi? Il aurait dit, nous aurait rendu capable d'être vertueux si on la développe. Il nous dit aussi, selon Aristote, et c'est quoi, frère? Ouais, j'ai fait genre. Lundi, c'est les vacances de Pâques. T'as vu ce beau soleil, ça fait trop plaisir. Ça vient directement dans le cœur comme ça. Dans le cœur, c'est par là, non? C'est pas grave. J'espère que tu passes une bonne journée. T'as le soleil
aujourd'hui et cette semaine, c'est psychologie clinique. Tu te souviens? Donc on va aller mollo, je vais te mettre les bases. Et on va aller tranquille. T'es prêt? Moi je le suis. Alors let's go, frère. Tout d'abord, frère, il faut que tu saches que la psychologie clinique est une étude sur des faits psychiques, le comportement et des processus mentaux. Elle peut se faire par plusieurs outils et par plusieurs démarches qu'on verra cette semaine, comme la théorie cognitivo-comportementale, la psychanalyse et bien d'autres. Il faut que tu saches aussi que la psychologie clinique, elle va se baser sur la rencontre entre le sujet et son psychologue dans le cadre d'une institution ou plutôt dans le cadre libéral, donc ça veut dire en privé. Il faut que tu saches aussi que la psychologie clinique, elle est là depuis longtemps. L'Antiquité grecque avec Socrate, que lui parle d'introspection, ou encore Aristote, ou Hippocrate, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Là, je voulais juste mettre les bases, c'était quoi la psychologie clinique. Ça marche? Je t'embrasse. Hey, tu sais quoi, j'essaie de trouver un autre, tu vois, poste, comme ça, hop, 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 hop. Et tu sais quoi, c'est mardi, toujours les vacances, on a du beau soleil, t'as vu ça? Tu passes une bonne journée? Ouais, tu passes une bonne journée. Cette semaine, c'est psychologie clinique, les vacances de Pâques, hein. On va faire un peu d'histoire, ça te va? Allez, let's go. Bon, toujours le texte au-dessus, ça va? Donc tout d'abord, la psychologie clinique débute avec Socrate. Selon lui, la meilleure façon de se comprendre, c'est l'introspection. Ensuite vient Aristote. Tu te souviens d'Aristote, hein? Lui, il propose qu'il existe des lois et des règles qui alimentent l'âme humaine. Et enfin vient Hippocrate, c'est-à-dire Hippocante. Lui, il met la différence entre le symptôme et le signe. Le symptôme, c'est la façon qu'a un sujet à décrire ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. C'est vraiment la base du vécu du patient. Et le signe, c'est un phénomène corporel. C'est vraiment indépendant de la volonté du sujet. Donc ça va être vraiment beaucoup plus de travail. Il faut que tu saches aussi que la psychologie clinique, elle a eu du mal à s'évoluer et c'est grâce au progrès de la neuropsychologie avec Wilhelm Wundt, je ne sais pas si je le dis correctement, c'est un médecin allemand. Et il dit que la psychologie, c'est comme la physiologie. Bisous, à demain. Et tu sais quoi, frère, je suis à Amsterdam. Je vais essayer de trouver un poste pour pouvoir faire la vidéo d'aujourd'hui. Mais il fait trop bon, donc j'espère que tu profites à fond. Et je vais essayer de trouver la chance. Oh putain, oh putain, j'allais me faire écraser par un camion, frère. C'est bon. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis. Alors on y va. Vas-y, je suis rentré, impossible de faire la vidéo là-bas. On était à l'approche cognitivo-comportementale. Il faut que tu saches que ces théories traitent tout trouble psychique sur deux axes liés. La première axe, c'est l'axe cognitif et l'axe comportemental. L'axe comportemental, c'est les actions et réactions observées d'un sujet. Et l'axe cognitif, c'est les représentations et croyances modulées subjectivement du monde. Il faut que tu saches aussi que Ivan Pavlov représente ça et a créé le conditionnellement. C'était quoi? Le conditionnellement classique. Et le conditionnement classique, c'est des associations répétées entre des stimuli neutres avec des stimuli inconditionnels. Et cela donne toujours une réponse inconditionnelle. Ok, retiens ça, demain on va le voir plus précisément. Je t'embrasse. Il pleut. Tu sais quoi, frère? C'est jeudi. C'est toujours psychologie sociale. Je sais pas ce que je dis. C'est psychologie clinique. Tu passes un bon jeudi, quel temps de merde. Bon, après, on va pas se plaindre, on a eu du bon temps. Donc, bon, après, si t'as envie de te plaindre, plains-toi. Hein. Franchement, plains-toi. Aujourd'hui, on voit la suite. On était hier à l'approche. J'ai oublié de quoi on va parler aujourd'hui. C'était quelle approche? L'approche cognitivo-comportementale. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je pense pas que je le suis. Alors, on y va.
Donc, le conditionnement classique est une association répétée entre un stimulus neutre, un son, et un stimulus inconditionnel, la nourriture. Et cela donne systématiquement une réponse inconditionnelle, la salive de ton animal. Ou ta salive si tu manges cela. Je ne juge pas. Ensuite, Skinner va suivre Pavlov et va donner une autre loi. Le conditionnement opérant. Et elle se base sur les comportements volontaires. Et le lien entre, et même tu mets les deux lois, ce que je viens de te dire là, et ça donne le comportementalisme, frère. Ensuite, d'autres lois, d'autres auteurs, comme Albert Bandura, qui développe la théorie de l'apprentissage social. Il pose comme hypothèse que le sujet apprend par imitation et observation des actions d'un autre sujet semblable. Je mets en lien ma vidéo d'éthologie-imitation. Enfin, il faut que tu saches que cliniquement, j'ai pas le temps, les théories... C'est quoi, frère? Avec cette coupe de cheveux, on dirait genre trop Dragon Ball Z, là. Tu vois, genre Dragon Ball Z, Dragon Ball, ce que tu veux. Mais quand il y a genre l'évolution comme ça. Donc la dernière de la semaine, aujourd'hui, frère, on voit les théories psychanalytiques de Freud pour terminer psychologie clinique. Et ouais, j'ai fait toute la semaine, je suis trop content. Et je suis content aussi que tu me regardes. Donc merci. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. Est-ce que tu passes un bon début de week-end? Bon, il est que 13 h là quand je fais la vidéo. Mais, oh mon Dieu, t'as vu ses cheveux? C'est du nawak, frère. C'est trop du nawak. Je te jure, j'ai trop envie de faire des kamehameha. Bon, let's go. Bon, tout d'abord, les théories psychanalytiques ont pour source principale les œuvres de Freud, car ils admettent le psychisme relevant comme facteurs sociaux, facteurs génétiques et facteurs cérébraux, mais aussi de forces involontaires, car ils agissent à l'intérieur du patient. Donc, c'est l'inconscient, frère. Par observation, il souligne, Freud, ce qu'il appelle de résistance. Ces patients semblent résister à expliquer ce qu'ils vivent inconsciemment. Et elle se fait par transfert. Il y a deux topics. La première topic, c'est la mise en évidence de l'inconscience par Freud, par l'analyse des rêves. Et la deuxième topic, c'est les pulsions. Il existe deux pulsions, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Il faut que tu saches aussi que les pulsions nous sont inconscients. Et elles modulent nos faits et gestes inconsciemment. Oh, c'était chaud de dire ça en une minute. Passe un bon week-end, je t'embrasse fort. Et tu sais quoi, frère? C'est lundi de Pâques. Joyeuse fête pour ceux qui la fêtent. Bon, on avait dit cette semaine psychologie sociale. Je vais pas vous mentir. La motivation, elle a zéro. S'il existerait... S'il existerait... S'il existerait... S'il existerait... S'ils vont pas avec les rêves... Oh, psychologie sociale, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Oh. Bon, tout d'abord, la psychologie sociale s'intéresse aux processus dans lesquels la présence de personnes réelles ou la présence de personnes imaginaires va influencer les pensées, émotions et comportements d'autrui. Il y a deux variables, la variable contextuelle et la variable personnelle. Dans la variable contextuelle, c'est les cas démographiques, et dans le cas personnel, c'est tout ce qui va être les cas de sentiments de menace. Ensuite, Cole Lewin est le père fondateur de la psychologie sociale. Il va proposer une équation, frère. Eh oui, c'est B est égal F sur PE. B, comportement, F, fonction, et PE, ce sont les facteurs. Facteurs personnels et facteurs environnementaux. Il en déduit que les deux facteurs ont une influence indépendante, mais coexistante. Enfin, il y a deux manières en psychologie sociale de voir l'hypothèse. Théoriquement et empiriquement, mais on verra ça demain. Ça va? J'espère que tu passes une bonne journée de lundi. Je t'embrasse fort. Et tu sais quoi, frère? J'ai acheté un nouveau micro chez Action. Il m'a coûté même pas 10 balles. Et je viens d'allumer. Je vais pas te mentir, j'ai déjà fait ah ah oh, mais on n'en m'entend pas. Et là, je viens de voir qu'il y avait une petite roulinette ici. Et donc, on va aller voir. Ho, ho, ho. Hey, je sais pas chanter. Hey, 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 hey. Putain, c'est quoi ce deal?
C'est quoi ce délire ici? Il y a la lumière. Mais tu vois, c'est bizarre le logo au-dessus. Comme si c'est un micro, il n'y a pas de son. C'est logique, non? Aujourd'hui, c'est jugement social. Est-ce que tu es prêt? On va voir beaucoup de théories. Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va voir la première théorie. Est-ce que tu es prêt? C'est quoi ce délire ici? Genre, ça aurait été trop kiffant, non? Hey, hey! Alors, on y va? Let's go! Bon, il faut que tu saches, frère, qu'on ne peut pas s'empêcher de penser quelque chose, de se représenter mentalement la rencontre d'une personne, que ce soit péjorativement ou améliorativement. Donc, la première théorie, c'est la théorie de l'attribution. Les processus d'attribution ont été créés par Heider et Zimmer, par des expériences simples de figures. Dans ces expériences, ils montrent que les participants utilisent le langage causal pour décrire des mouvements physiques. Je sais pas pourquoi mon micro il fonctionne pas, mais c'est pas grave. On planifierait donc nos comportements en 3 étapes. Première étape, on observe un acte. La deuxième étape, on affaire une attention sous-jacente. Et la dernière étape, on attribue une disposition correspondant. On verra ça mieux demain, ça va? Demain, on verra en plus la théorie des inférences correspondant. Et là, je dirai plus en détail. Et j'espère avec mon micro qui fonctionne. Je t'embrasse. Et tu sais quoi, frère, c'est la dernière semaine de vacances de Pâques, on est mercredi. Je suis pas motivé, mais je suis obligé de faire la vidéo. Et puis, c'est toujours cool, non? Avant de commencer la vidéo, j'aime pas faire de la promotion, mais hier, j'ai été voir Mario Bros. Et franchement, super sympa, tu devrais aller le voir. Mais ça m'a surpris, je pensais que Luigi et Mario étaient meilleurs amis, mais ils sont frères. Et je pensais que le Mario était italien, qui vivait en Italie. Mais non, en fait, c'est un Américain d'origine italienne, de Brooklyn. J'étais là, ah ouais, super sympa, donc cool. Aujourd'hui, c'est toujours les théories. On voyait le jugement social, donc comment attribuer un adjectif à une personne. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis, donc tranquille. On y va. J'ai pas fait mes cheveux aujourd'hui, hein. C'est tranquille. Tranquille, déjà qu'il y a le filtre, heureusement. Heureusement. Comme on l'avait vu hier dans la théorie de l'attribution sur le leader, 3 étapes, je vais les refaire. La première étape, on observe un acte, donc une insulte. 2, on affaire une intention sous-jacente, donc on voit une hostilité. Et 3, on attribue une disposition correspondante, donc on dit que cette personne est agressive. John et David proposent un autre chemin, donc une autre théorie, la théorie des inférences correspondantes. Elle est plus longue. 1. On observe un acte, toujours une insulte. Mais 2. On questionne si l'acte a un effet ou plusieurs effets spécifiques. C'est oui. 3. On questionne si l'acteur est conscient des effets. 4. On questionne si la liberté du choix de l'acteur. Et si oui, on revient à on infère l'intention sous-jacente, donc l'hostilité. Et puis, on attribue une disposition correspondante. Donc, cette personne est agressive. Cette théorie est beaucoup plus longue. Elle est vraiment sur le questionnement de la raison de l'acte. Demain, on verra la théorie de la covariation. Je t'embrasse. Je suis fatigué. C'est quoi, frère? J'ai fait au moins 20 fois l'intro. Là, j'en peux plus. Covariation, psychologie sociale. T'as compris? Vas-y, direct. N'importe quoi. Donc, la théorie de la covariation, cette théorie va proposer 3 types d'informations que nous allons utiliser pour pouvoir attribuer un adjectif à une personne. Le premier, c'est le consensus. Elle concerne l'acteur. Et on va se poser la question, est-ce qu'autrui aurait agi de cette manière? Le deuxième, c'est la constante. Elle va concerner l'objet et l'action. Est-ce que l'acteur aurait agi de cette manière à chaque fois qu'il est dans cette position? Et le troisième, c'est la distinctivité. Là, elle concerne l'acteur et l'action. Et on va se poser la question, est-ce que l'acteur agit seulement et uniquement de cette manière dans cette position? Il y a aussi la théorie de l'attribution des performances de Wiener en 3 dimensions, le locus, la contrabilité, la stabilité, tout ça dans la motivation. Mais j'ai pas le temps de t'expliquer ça, c'est déjà beaucoup. Alors, je t'embrasse. Et tu sais quoi, frère, c'est la dernière. Oh, mon Dieu, j'ai tenu toute la semaine, je suis content. Mais je vais pas te dire, l'énergie, elle est... voilà. Ce week-end, je vais tout faire pour que la rentrée soit à l'attaque. J'espère que toi, tu t'es reposé, que tu as profité
Bon, je m'avance pas trop vite, on a encore ce week-end. Donc, voilà, on était dans le jugement social toute la semaine. Et oui, toutes ces théories, là, c'était long. Aujourd'hui, on voit la théorie des inférences spontanées dans les traits. Ce sera la dernière, avant de reprendre une petite semaine. Bon, j'ai toujours les cheveux bleus, hein, vous inquiétez pas. Je changerai sûrement lundi. Un truc comme ça, tu vois. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. Alors, on y va, bébé. Je t'ai dit baby. Baby. Donc, la théorie de l'inférence des traits a été proposée par Uliman et Winter. Il propose à des participants de lire des phrases décrivant des comportements de manière concrète, sans verbe abstrait et avec 3 conditions. L'indice sémantique, l'indice disproportionnel ou sans indice. L'indice sémantique, c'est un mot qui va être fort proche du mot qu'on a proposé. Et l'indice disproportionnel, c'est donner un autre mot, mais qui a été associé au mot qu'on a été donné. Et on a pu constater lors de l'étude. Et tu sais quoi, frère, c'est fini les vacances. J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu es d'attaque pour la rentrée. Aujourd'hui, c'est psychologie du travail, c'est lundi. Hein. On voyait tout ce qui était leur relation du pouvoir. Pouvoir. Et aujourd'hui, on voit la même chose, ça va? Et c'était quoi aujourd'hui? La notion individuelle du pouvoir. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. J'ai changé mes cheveux. Alors, est-ce que tu es prêt? On y va direct, frère. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, petite définition de rappel. Le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose à quelqu'un sans l'intervention du premier. Il existe donc 7 sources individuelles du pouvoir. La première, c'est le pouvoir de punition. Ça, c'est quand l'entreprise crée des structures, des règles, comme l'école, etc. Deuxième, le pouvoir de récompense. Elle, c'est la capacité de récompenser quelqu'un. Elle est rare. Troisième, c'est le pouvoir de connaissance. C'est la maîtrise de l'incertitude. Ça, c'est quand on possède l'information et quand on veut posséder une information. Elle n'est pas objectivable. 4. Le pouvoir de l'information et de la persuasion. Ça, c'est tout ce qui est 1, 2, 3, 4, rhétorique. Et c'est tout ce qui est, c'est la maîtrise de... Oh mon Dieu, celui-là, je dois bien l'étudier. C'est la maîtrise de la structure des connaissances et la matière. 5. Le pouvoir charismatique. 3 piliers. Le charisme, l'usage et rationnel. Puis, on a 6. Et tu sais quoi, frère? On était sur l'organisation du pouvoir en 3 étapes. Hier, on voyait l'individuel pouvoir. Aujourd'hui, on voit relation pouvoir. Et demain, on voit système pouvoir. Tout ça, relationnel. Est-ce que tu es prêt? Moi, je le suis. Alors, on y va, frère. On a un peu de soleil. Je tourne tard la vidéo. Ah oui, je tourne tard. Oui, je tourne tard. Tout d'abord, la relation de pouvoir varie selon certains critères, il y en a 3. C'est la valeur que tu donnes à la relation, c'est agir pour la relation. Exemple, c'est quand tu dis à quelqu'un, fais-le pour moi. Deuxième, c'est la valeur que tu donnes à la source. Ça, c'est agir pour la source. Exemple, l'argent. Et troisième, c'est le contre-pouvoir. C'est le pouvoir qu'un individu a sur B, mais si B le reconnaît. Ensuite, toute relation n'est pas communication. Il y a l'auteur Watzlawick, je ne sais pas si je le dis correctement, c'est le fondateur de l'approche systémique. Il propose 5 axones de communication, mais je ne sais pas si j'ai le temps de le dire. Donc 1, la communication est systémique et complémentaire. 2, il n'y a pas de communication. 3, la communication a 2 aspects, relation et le contenu. 4, la nature de la relation doit dépendre de la séquence de communication avec ton partenaire. Et numéro 5, c'est la communication humaine à 2 traits, digital et analogue. Ok? Demain, on verra la suite. Tu vois, mouillé, ça passe. C'est quoi, frère? T'as vu ce beau temps? On était sur l'organisation du pouvoir. Hier, c'était les relations. Aujourd'hui, c'est le système. Est-ce que tu es prêt? On y va direct. Je suis pas trop... T'as vu la racine, frère?
Afin de comprendre les relations du pouvoir, il faut comprendre les relations entre les individus du système. Un système est un ensemble d'éléments en interaction. Et si on modifie un élément de ce système, cela modifie l'ensemble du système. Un grand monsieur, Goffman, est un auteur qui développe le système avec la notion d'institution totale. Il décrit dans une institution psychiatrique où était sa femme, malheureusement, qui était atteinte de bipolarité. Il dit que cette institution avait l'emprise sur sa femme parce que sa femme avait perdu la notion du temps, de l'espace et du lieu. Et il décrit aussi que certaines institutions suppriment l'identité sociale, comme par exemple les prisons et les écoles et l'armée. T'as vu, je suis mouillé là, ça m'a un peu perturbé. T'as compris? On a fini avec le pouvoir. Ouh, je t'embrasse, profite de ton mercredi ensoleillé. Et c'est le week-end, frère. Donc tranquille. Franchement tranquille. Aujourd'hui, on voit l'éthique théologique, parce que hier, on voyait l'éthique déontologie. Je vais pas te mentir. J'ai pas participé à ce cours-là, donc je l'ai appris. On va l'apprendre ensemble. Mollo. Déjà, t'as passé une bonne semaine? Pardon? Quoi? Je sais pas, j'ai pas entendu. Est-ce que tu es prêt? Moi, je le suis. On y va. Donc, tout d'abord, l'éthique théologique. On va faire un peu de grec. Télos veut dire but. Ok? Donc, toute action a une finalité. Donc, la morale a besoin de cette finalité. Il faut que tu saches aussi que, comme dans le pragmatisme, on va s'intéresser à la conséquence de l'action. Et donc, c'est une forme de conséquentialisme. Ah, j'ai réussi à le dire. Puisqu'on va évaluer la conséquence et non l'intention. Ensuite, l'utilitarisme est une philosophie qui prend dans l'éthique théologique et elle va se baser sur l'anthropologie de l'homme rationnel. C'est agir pour arriver à un but. Enfin, Jérémy Bentham est un utilitariste qui développe le principe d'utilité. J'apprends avec toi là, parce que je savais même pas c'était quoi l'éthique théologique, donc... Et c'est quoi, frère? C'est le 1er mai. Bonne fête du travail. J'espère que tu as passé un bon week-end. Cette semaine, ce mois-ci, ça va être révision. Donc, je vais faire des vidéos récapitulatives de tout ce qu'on a vu depuis le début. Et ouais, c'est bientôt à la fin. Puis on verra comment ça se passe les examens. Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, c'est psychologie du travail. Je vais faire une petite vidéo courte qui va un petit peu expliquer ce qu'on a vu et ainsi ça va. T'as compris? Let's go. Tout d'abord, je me souviens qu'on avait commencé à faire l'évolution du travail. Je sais pas si tu te souviens. Puis on avait vu l'ergonomie. Qu'est-ce que c'est l'ergonomie? Laisse-moi un commentaire si tu sais c'est quoi l'ergonomie. Puis on avait vu la notion d'utilisabilité. C'est le caractère d'une chose à être utilisable, souviens-toi. C'était un long chapitre. Celui-là aussi. On avait vu quoi d'autre? Ah oui, on avait vu l'organisation avec CQ qui proposait 3 mots. Souviens-toi, l'extrant, l'intrant et quoi? Le procédé. À revoir aussi. On avait vu aussi l'organisation toute simple. Avec planifier, organiser, diriger, que je n'arrivais pas à dire, je me souviens dans une vidéo, et contrôler. On a vu ensuite 3-4 vidéos. Tu sais quoi, frère, on est mardi. Aujourd'hui, c'était révision d'anthropologie, tu vois. J'ai ouvert mon cours parce que je voulais bien préparer ça. Et puis, je me suis dit, je vais regarder les vidéos que j'ai fait avec toi depuis le début. Et je suis dans la merde, ok? Donc aujourd'hui, on voit révision de psychologie clinique, une petite vidéo, voilà, tranquille, rappel. Et avant l'examen d'anthropologie, on fera vraiment un truc bien costaud comme ça, tu vois? T'as peu de la journée.
Donc tout d'abord, on avait vu les bases. C'est quoi la psychologie clinique? C'est l'étude sur le comportement, le psychisme et les processus mentaux. Elle va surtout se baser, souviens-toi, sur la rencontre entre la relation entre le sujet et son psychologue. Ensuite, on avait vu l'histoire, souviens-toi, 3 auteurs. Socrate avec l'introspection, 2 Aristote, les lois et règles pour l'âme humaine, et 3 c'était Hippocrate avec les symptômes et règles. N'oublie pas que c'est grâce au progrès de la neuropsychologie que vient l'évolution de la psychologie clinique. Ensuite, on avait vu l'approche cognitivo-comportementale avec le conditionnement classique. Laisse-moi un commentaire si tu te souviens, c'est quoi le conditionnement classique. Et enfin, on avait terminé sur la théorie psychanalytique avec les œuvres de Freud. Donc voilà, je t'embrasse. Il y a du pollen. C'est trop bon, frère. Tu sais quoi, c'est jeudi quoi? Jeudi philo. La dernière de philo parce que c'est la révision, frère. Donc on y va direct. Si on peut profiter du soleil, au moins tranquille. Donc tout d'abord, la philosophie, souviens-toi, c'est l'amour de la sagesse. C'est une recherche de quête de la vérité. On avait commencé avec Aristote et Platon. On avait aussi vu le rationalisme qui prône la raison, l'empirisme, en plus de prôner la raison, prône les sentiments, le sens, souviens-toi, parce que pour eux, la raison n'a pas de lien direct avec la morale. On avait vu aussi le cognitivisme avec René Descartes qui prône la connaissance. Ensuite, ah oui, on a vu phronésis. Laisse-moi un commentaire si tu te souviens, ça veut dire quoi phronésis? Un petit indice, Aristote. On avait posé les bases de l'éthique déontologique, le devoir, et on avait vu l'éthique théologique. Et la semaine dernière, on a vu la philosophie du désespoir, le nihilisme et Kant. Je t'embrasse. Tu sais quoi, frère, je suis deg, j'ai cassé ma lumière. Donc, on voit les modèles et théories. En psychologie, on va direct. Donc, la science consiste à mettre les modèles à l'épreuve des faits et en tirer des conséquences par des théories. Donc, une théorie est un ensemble d'hypothèses refutables. Et un modèle, lui, est une schématisation élémentaire d'une théorie, mise à l'épreuve afin d'être validée ou pas. Il faut que tu saches qu'un modèle a une courte durée. Et il faut que tu saches aussi qu'une théorie peut avoir un différent modèle, tandis qu'un modèle peut avoir différentes théories. Donc voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée. Voilà, franchement, je suis stressé. La semaine prochaine, c'est les examens. Donc, je t'embrasse et je suis dégoûté pour ma lumière. Éthologie, révision, on y va direct, ça te va frère? Tu sais quoi, frère? L'éthologie, c'est l'étude scientifique sur le comportement des animaux, incluant l'homme, dans leur milieu naturel ou dans leur milieu expérimental. On avait vu 2 approches, souviens-toi, l'approche naturaliste européenne, donc ça c'est tout ce qui a à voir avec l'inné des animaux, et puis la deuxième approche, c'est l'approche expérimentale, behaviorisme, et là c'est tout ce qui est en rapport avec la formation du comportement de l'animal. Je vais te citer 3-4 termes qui est très important pour moi et ça peut être important pour toi. Ça va? Le premier, c'est opérant. C'est un acte moteur volontaire. 2, le principe d'invariant. Et ça, c'est l'effet similaire exercé par plusieurs stimuli auprès d'animaux différents. 3, sommation hétérogène. Ça, c'est l'effet additif de différents... C'est quoi ce délire? J'ai été coupé. Sommation hétérogène, c'est l'effet additif de différents stimuli sur le comportement. Et puis il y a le 5, je ne sais plus quel numéro on était, c'est l'effet Garcia. Et l'effet Garcia, donc tu prends le goût et tu prends la nausée. Goût plus nausée, effet Garcia. Je t'embrasse. Je sais plus quel jour on est, ça va. Ainsi je peux poser ma vidéo quand je veux.